Chapitre 21. Des millions de miroirs. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Eleanor Roosevelt, activiste, féministe, super-héroïne, détentrice du record de longévité au poste de première dame des États-Unis. L'un des trucs les plus incroyables chez les gens, c'est cette capacité qu'ils ont à nous offrir d'emblée des informations précieuses et souvent terriblement intimes sur eux-mêmes. En faisant un peu attention, on détecte ces indices qu'ils transmettent par leur langage corporel, leur apparence, leur mode de vie, leurs actions, leur centre d'intérêt, leurs mots, leur façon de traiter leurs chiens, la serveuse du bar, les autres, etc. Certains portent tout ça bien en évidence à la vue de tous, d'autres le laissent filtrer par petites bribes. J'adore le ski nautique. J'admire vraiment ta ténacité face à ton problème de poids. Je sors de prison, etc. À l'exception du sociopathe ou du menteur pathologique et talentueux, la majorité de l'humanité nous donne beaucoup d'informations à digérer dès la première entrevue. Toutes ces informations passent ensuite par le filtre de qui nous sommes et, selon notre perception, nos jugements, nos problèmes et le nombre d'années que nous avons passées en thérapie, nous décidons si nous souhaitons ou pas mieux connaître cette personne. Nous sommes tous attirés ou repoussés par certaines choses chez nos semblables. Celles que nous repérons le mieux sont celles que nous identifions aussi chez nous. Les autres sont pour nous comme des miroirs. Si quelqu'un vous dérange, vous projetez sur lui un défaut qui vous déplaît chez vous. À l'inverse, si vous le trouvez super, c'est qu'il reflète une qualité que vous avez perçue chez vous et que vous appréciez, même si vous ne l'avez pas entièrement développée. J'ai l'air de faire là une énorme généralisation, mais laissez-moi le temps de vous expliquer. Votre réalité se définit par ce qui attire votre attention et par la façon dont vous choisissez de l'interpréter. Cela marche pour tout, y compris les gens de votre entourage. Par exemple, votre personnalité déterminera votre réaction parmi une myriade d'autres possibles au fait que votre petit ami a pris pour habitude de vous appeler le gros débile. En effet, vous pourriez, petit a, décoder ça comme un avertissement, attention, tyran, petit b, comprendre ça comme un signe de sa nervosité, de son manque de confiance en elle ou de son manque de manière, petit c, voir ça comme un bon présage qui signifie elle est en souffrance et c'est pourquoi elle inflige ça aux autres, pour apaiser sa propre douleur. Il lui faut vraiment quelqu'un de compréhensif, comme moi. Petit d, voir ça comme un bon présage puisque, en effet, vous êtes un gros débile. Ou encore, petit e, trouvez ça très drôle puisque ça n'a rien à voir avec vous. Les gens qui vous entourent sont d'excellents miroirs de qui vous êtes et de l'amour ou du manque d'amour que vous vous portez. Nous attirons certaines personnes dans notre vie pour de bonnes raisons. Tout comme elles nous attirent dans la leur. Nous nous aidons mutuellement à nous développer, à résoudre nos problèmes, si nous saisissons les opportunités de tirer des enseignements, plutôt que de simplement réagir, en nous mettant sur la défensive, en justifiant nos actions, en nous plaignant, à ce qui nous irrite le plus chez elles. C'est notre copine agaçante, notre oncle pénible, nos clients énervants, nos voisins intrusifs, ou cette dame dans le train avec sa voix comme un klaxon qui nous aide à grandir et à nous voir tels que nous sommes, plus que nos meilleurs amis. Ne ratez pas les leçons que vous procure ce type dont vous aimeriez tant clouer le bec à coups de poing. Les comportements qui nous irritent chez les autres nous irritent parce qu'ils évoquent quelque chose que nous n'aimons pas en nous. Ils déclenchent des réflexes de peur ou de manque de confiance ancrés dans nos cerveaux parfois à notre insu. Pendant très longtemps, mon grand truc était de considérer la féminité comme une marque de faiblesse agaçante. À un moment donné, j'avais jugé que ce n'était pas cool ni puissant d'agir comme une fille, ou d'en être une. Aussi ai-je eu honte de la partie de moi qui contenait ma féminité. C'est pourquoi je me sentais bien moins menacée par les femmes qui se présentaient à moi armées d'une perceuse électrique que par celles brandissant un crayon à sourcils, ce qui ne manque pas de sel quand on sait qu'une de mes meilleures amies est aussi girly que possible. Je l'ai rencontrée alors que nous travaillions toutes les deux à New York. Elle m'a tout de suite attirée par son intelligence, son humour et sa gentillesse, et grâce à son imitation parfaite d'une de nos collègues déambulant dans les couloirs en tortillant du cul, qui me plie en deux de rire à m'accrocher au meuble. Au contraire de moi, c'est une grande amatrice de soirées de filles et de rendez-vous chez la manucure, une reluqueuse forcenée de bagues de fiançailles sur main tendue de futures mariées rayonnantes, une experte en salutations hystériques de vraies bandes de copines, bras tendus, tête en arrière, yeux plissés, cris aigus « Oh my God !» à 100 mètres à la ronde. C'est pour ça que nous l'appelons Rose. 10 ans plus tard, je vis à Los Angeles et Rose en dehors de New York, mariée, avec un paquet d'enfants, naturellement. Quand elle s'est décidée à prendre ses premières vacances en solo depuis la naissance de ses enfants et qu'elle s'est envolée pour San Diego où habite sa meilleure amie de fac, elle m'a appelée pour me supplier de passer la voir. J'ai accepté un peu à contre-cœur. Ce n'était pas les 2 heures de route qui m'ennuyaient, mais la meilleure amie de fac, que je n'avais jamais rencontrée et qui devait être, à n'en pas douter, encore plus rose que rose. J'imaginais une scène de gynécée avec peinturlurage d'orteils, visionnage de films avec Meg Ryan et discussion sur nos kilos en trop.
Mais j'aime beaucoup Rose, alors je me suis lancée. Pendant ce temps, à San Diego, la meilleure amie de Rose n'était pas tout à fait emballée à l'idée de voir débarquer de Los Angeles la super copine que Rose a ramenée de ses années New York. Ses yeux se lèvent pareillement au ciel à l'idée de la bombe d'ostrogène qu'elle s'attend à voir exploser. Imaginez donc notre bonheur commun quand nous avons découvert que, en réalité, nous étions le même genre de macho. Toutefois, une fois admis que le terrain de jeu ne serait finalement pas aussi rose que nous le craignions, la plus grosse surprise de l'aventure nous attendait. Nos côtés filles, complètement délaissées, se sont soudain senties en sécurité et ont pointé leur nez en trompette. Nous avons toutes les trois cacté tout le week-end à en perdre la voix, à coups de « Oh my God !» à tue-tête. Je ne serais pas autrement surprise qu'un de mes ongles de pied ou deux se soit retrouvé peinturluré. Je ne me souviens plus, à vrai dire. J'étais complètement bourrée au cocktail de meufs. Je ne suis toujours pas le membre le plus actif des enterrements de jeunes filles, et je ne dis certainement pas qu'il faudrait que vous aimiez tout ce qui vous dérange. Je veux simplement dire par là que si vous détestez activement quelque chose, c'est que ce quelque chose résonne en vous d'une manière particulière, qu'il signifie quelque chose pour vous. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous énerve, et que vous devenez mesquin, géniard, mauvaise langue, prendre de la hauteur et affronter la situation sera bien plus utile que de simplement vous faciliter la vie à long terme. Cela vous aidera à vous guérir, à grandir, à sortir du rôle de victime. Parce que cela vous forcera à gérer les aspects les plus imbriqués de votre personnalité, ces facettes dont vous n'êtes pas très fier. Personne ne prend plaisir à s'admettre malhonnête, vaniteux, mal dans sa peau, immoral, méchant, autoritaire, stupide, paresseux, etc. C'est pourtant ce qui vous attire chez les gens et ce qui les attire chez vous au départ. L'admettre est la première étape pour passer à autre chose. Youpi! Quand les gens sont agaçants d'une manière qui nous est complètement étrangère, soit nous ne les remarquons pas, soit cela nous dérange à peine. Par exemple, mettons que vous trouviez qu'une de vos amies proches est une insupportable je sais tout. À chaque fois que vous ouvrez la bouche pour raconter un truc que vous avez fait, elle la ramène pour dire qu'elle aussi. Tout ce que vous savez, elle le sait déjà. Et elle en sait bien plus d'ailleurs. Elle doit s'assurer que vous, et tout le monde dans un rayon de 10 km, savez combien elle en sait davantage. Eh bien, tandis que vous caressez l'idée de lui taper la tête contre le mur à chaque fois que vous la voyez, quelqu'un d'autre pourrait bien être suspendu à ses lèvres à chacun de ses mots, jamais rassasié de sa conversation passionnante. Si elle vous rend fou, c'est probablement parce que vous êtes un « je sais tout » vous-même, ou parce que vous avez peur d'en être un, ou encore parce que vous craignez qu'on vous trouve ignorant. Notre réalité est le miroir de nos pensées, y compris les gens qui la peuplent. Il en va de même pour l'attitude des autres envers nous. Prendriez-vous mal qu'une personne enchaîne les blagues sur votre petite taille si vous mesuriez presque 2 mètres ? Vous ne la remarqueriez probablement même pas et, dans le cas contraire, vous trouveriez simplement ça étrange. Mais que cette même personne vous traite d'autoritaire alors que, justement, au fond, vous craignez de l'être, cela attirera votre attention. Plus vous portez votre attention sur une chose, plus vous la créez dans votre vie. Si vous êtes consciemment ou inconsciemment focalisé sur certaines croyances quant à votre personnalité, ce que vous êtes, ce que vous aimeriez être ou ne pas être, vous attirerez à vous des gens qui reflèteront cela et vous le renverront en pleine figure. C'est pourquoi, quand vous avez affaire à un ami traître, ou à une personne nuisible que vous voulez affronter ou éjecter de votre vie, vous vous retrouvez pris dans un piège que vous avez tendu vous-même et qui vous empêche de lui faire du mal, qui vous force à vous accrocher à ses qualités ou à craindre le pire si vous cessez de supporter ses salades. Je me moque que ce soit votre ami d'enfance, que vous le plaigniez, qu'il vous ait aidé 8 millions de fois ou qu'il soit désopilant, talentueux, charmant, inspirant, désespéré, effrayant, influent, brillant ou sans défense. La raison pour laquelle vous avez du mal à gérer cette situation n'a rien à voir avec tout ça. Ce qu'il se passe, en réalité, c'est qu'il vous faudrait reprogrammer les idées limitées que vous vous faites de vous-même. Ces excuses que vous appliquez aux autres pour éviter d'affronter vos propres problèmes et qui vous empêchent de vous traiter, vous, correctement. Au bout du compte, cela n'a rien à voir avec eux. Ce qui est en jeu, c'est la certitude nécessaire que vous méritez d'être aimé et vu pour ce que vous êtes vraiment. Quand nous acceptons de nous négliger afin de supporter le mauvais comportement des autres, nous agissons souvent selon cette impulsion. Nous ne sommes pas prêts à les mettre mal à l'aise alors qu'eux viennent de nous le faire subir. Pas terrible au niveau de l'estime de soi, vous ne trouvez pas ? À propos, par mettre mal à l'aise, j'entends refuser de rentrer dans leur petit jeu, pas rendre la monnaie de leur pièce. Ce n'est pas œil pour œil, ni s'abaisser à leur niveau. C'est rester fidèle à une haute version de vous-même, et peu importe que l'autre s'en trouve déçu, blessé, gêné, forcé de vous croire fou. Il s'agit de vous respecter, plutôt que de céder à votre besoin immature d'être aimé. C'est incroyablement puissant, car lorsque vous vous aimez suffisamment pour vous en tenir à votre vérité quel qu'en soit le coût, tout le monde en bénéficie. Alors, vous attirerez à vous le genre de choses
de gens et d'opportunités compatibles avec votre moi véritable, ce qui est bien plus agréable que de traîner avec une bande de vampires psychiques désespérants. En refusant de participer aux scènes de ces gens, c'est-à-dire en refusant de tailler les autres en pièces ou de se plaindre de l'injustice du monde, etc., non seulement vous élèverez votre fréquence, mais vous offrirez aussi à ces comédiens une chance de s'élever également, plutôt que de laisser tout le monde jouer à ce petit jeu minable. Ne vous excusez jamais pour ce que vous êtes. Ce serait trahir le monde. Nous connaissons tous quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Jamais. Nous regardons ce genre de personnes avec de grands yeux admiratifs. Nous n'essayerions même pas en rêve de les accabler de nos bêtises et de les prendre en défaut. Pourquoi ? Parce que nous les respectons et que... ils nous terrifient, d'une manière très saine. Et pourquoi les respectons-nous ? Parce qu'ils se respectent eux-mêmes. Alors, pourriez-vous vous débarrasser de vos projections et de vos jugements méprisables pour faire au monde l'honneur de votre moi le plus épatant, le plus décomplexé ? Petit 1, cernez ce qui vous irrite. Commencez par repérer ce qui vous rend fou chez les autres et, plutôt que de vous en plaindre, de juger ou de vous mettre sur la défensive, servez-vous-en comme de miroir. Surtout si ça vous rend complètement dingue. Soyez très honnête avec vous-même. Est-ce une qualité que vous avez ? Est-ce que, par certains côtés, cela vous ressemble terriblement, bien que vous répugniez à l'admettre ? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose que vous essayez activement de minimiser chez vous ? Ou d'éviter ? Ou dont vous faites précisément l'inverse ? Ou qui vous fait peur ? Devenez fasciné, plutôt que furieux de ce qui vous agace dans votre environnement, et lancez la machine à apprendre. Petit 2, questionnez ceux qui vous irritent. Une fois que vous aurez découvert quelle partie de vous-même vous projetez sur la personne qui vous rend marteau, vous pourrez vous en libérer. Commencez par vous poser quelques questions très simples et désamorcer les fausses histoires que vous vous racontez à ce propos depuis des années. Par exemple, quand vous êtes très énervé parce que votre ami, qui est toujours en retard, l'est de nouveau, vous vous mettez dans cet état parce que vous vous accrochez à une vérité quant à la ponctualité supposée des gens. Retournez cette vérité et demandez-vous : de quelle façon suis-je toujours en retard ou indélicat ou peu fiable ? Ou peut-être, de quelle façon suis-je trop rigide ou trop autoritaire ? Dès que vous aurez votre réponse, demandez-vous : qui devrais-je être pour que cette situation ne me pèse plus ? Reprenons l'exemple précédent et mettons que vous avez découvert en vous plus de rigidité que vous ne l'auriez voulu. C'est une information de première importance car, grâce à elle, vous savez qu'il vous faut gagner en souplesse. Arrêtez d'exiger des autres qu'ils fassent les choses exactement comme vous l'auriez souhaité. Surtout ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ne se plieront jamais à vos exigences. Prenez conscience des cas où vos attentes sont ridiculement hautes par simple habitude, et non parce que cela est nécessaire, et demandez-vous toujours : est-ce que je ne pourrais pas abandonner cette exigence ? En devenant attentif à ce que nous faisons, nous pouvons enquêter sur ce qui nous pousse à agir de telle ou telle façon pour choisir ensuite, soit de continuer comme ça, soit de laisser tomber, plutôt que de réagir aveuglément par la seule force de l'habitude. Qu'est-ce que je gagne à être comme ça ? Comme dit dans le chapitre 17, c'est très facile dès qu'on a compris que c'était pas dur, nous ne faisons rien gratuitement, même si ce que nous y gagnons nous nuit en réalité. Toujours dans le même exemple, parmi les bénéfices dont vous fait profiter votre rigidité se trouvent votre ponctualité, votre capacité à agir, etc. Mais il y a aussi des avantages nuisibles. Vous forcez tout le monde à s'aligner avec vos 4 volontés. Vous pouvez dire « je te l'avais bien dit » dès que quelqu'un se plante, ce qui arrive souvent si vous êtes vraiment passé maître dans l'art de la rigidité, vous gardez le contrôle des événements, etc. Une fois pris sur le fait à tirer de fausses récompenses de votre entêtement dans ce comportement, vous le verrez pour ce qu'il est, pas forcément en harmonie avec ce que vous êtes ou ce que vous aspirez à être, si bien que vous pourrez y renoncer quand il ne fonctionnera pas. Comment me sentirais-je si j'étais autrement ? L'une des meilleures façons de renoncer à ce genre de comportement néfaste submentionné est de vous demander comment vous vous sentiriez si vous ne le subissiez plus. Comment me sentirais-je si j'enlevais ce parapluie que j'ai dans le cul dès que quelqu'un ne fait pas exactement ce que je veux, comme je le veux, partout, tout le temps ? Posez-vous la question, puis imaginez-vous comme étant une personne qui y a renoncé. Comment votre corps réagit-il ? À quoi vous sert à présent cette partie de cerveau que vous consacriez auparavant à vos pensées empoisonnées, tournant autour de ces incapables qui refusaient de suivre vos instructions à la lettre ? Percevez quelle serait votre réalité si vous y renonciez. Humez-la, visualisez-la. Aimez le fait de vous être débarrassé de ça, puis abandonnez-le sur le trottoir. Petit 3, n'incitez pas. Dans les cas les plus flous où vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, mais que vous voulez vraiment apporter votre aide, identifiez bien la différence entre aider et inciter. Quand vous tendez votre main secourable, avez-vous l'impression d'être tiré vers le bas ou plutôt de hisser l'autre vers son plein potentiel ? L'autre est-il reconnaissant ou prend-il ça comme un dû ?
Est-ce que votre aide lui sert à se bouger dans le bon sens ou réclame-t-il toujours plus? Une dernière fois, pour la 50e fois. Concentrez-vous et faites confiance à vos sensations. Si vous aidez vraiment quelqu'un et qu'il en profite pour se montrer à la hauteur, tout le monde élèvera sa fréquence et vous vous sentirez bien. Mais si vous le poussez à bout de bras, vous vous sentirez lourd, déprimé et au bout du compte, plein de rancœur. Cela n'a rien de plaisant de laisser quelqu'un sur le carreau quand il est au plus bas. Mais si vous passez votre temps à le relever, il ne se lèvera plus jamais de lui-même. Pourquoi le ferait-il? Vous êtes là pour ça. L'amour vache, c'est encore de l'amour. Petit 4. Balancez les nocifs par-dessus bord. Parfois, quel que soit le travail fourni sur vous-même, votre capacité à pardonner ou votre talent à renoncer, il n'y a tout simplement pas moyen. Certaines personnes sont trop encroûtées dans leur comportement dysfonctionnel. Elles sont nocives. Mieux vaudrait encore accueillir les puces d'un millier de chameaux plutôt que d'aller boire un café en leur compagnie. Là encore, il s'agit d'apprendre, d'aimer, de grandir afin d'accéder à une version plus élevée de vous-même, pas de déterminer votre résistance à la torture. Aussi s'agit-il, en même temps que de tirer des leçons des mauvais comportements de ceux qui vous entourent, de savoir s'enfuir loin quand ils sont pathologiquement autocentrés, violents, agressifs, négatifs, autoritaires, jaloux, comédiens, manipulateurs, victimes, plaintifs, pessimistes ou cruels avec les animaux. Voici comment. D'abord, pensez à vous. Comme nous l'avons vu, bien souvent nous sommes amenés à laisser sur le carreau ceux que nous aimons, ou du moins que nous aimons beaucoup pour leur bon côté. C'est pourquoi cette bonne vieille culpabilité pourrait bien nous empêcher de faire ce qui doit être fait. Alors, restez fort. Voyez cela comme être gentil avec vous-même plutôt que méchant envers eux. Souvenez-vous qu'il faut vous élever au plus haut niveau de vous-même plutôt que de vous abaisser à leur niveau. Cela pourra vous donner la force nécessaire de les dégager. Puis, appuyez sur Éjecte. Autre détail fondamental à garder en mémoire quand vous désherbez votre jardin. Ne rentrez pas dans leur jeu. Coupez le cordon aussi vite et simplement que possible, avec pas ou peu de discussion. S'ils négligent vos sentiments au point que vous vous sentiez le besoin de les éjecter de votre vie, il y a de fortes chances qu'ils ne voient rien venir. Aussi, les discussions sur le pourquoi du comment pourraient-elles durer une éternité si vous ne prenez pas garde. Soyez soudain très occupés ailleurs. Effacez-les, éloignez-les de vous sans aucune explication. Plus ils crient fort, plus vous les négligerez. Si une conversation est inévitable, rappelez-vous, vous avez déjà décidé que vous ne voulez plus de ça. Ne tombez pas dans le piège de la remise en cause de cette décision ou de la discussion de leurs problèmes. Dites que cette relation ne vous convient pas, que vous n'aimez pas ce qu'elle vous fait ressentir, qu'il vous faut l'arrêter et que cela n'appelle aucun débat. Il faut que cela soit à propos de vous, pour qu'ils ne trouvent rien à quoi se raccrocher ou à discuter de leur côté. Petit 5. Aimez-vous, férocement, fidèlement, sans honte et sans scrupule.